Des enfants qui jouent. Une silhouette menaçante. Il y a 2 hommes là dehors. Et t'en es ce qu'ils voulaient? Non, ils ont rien dit. Qu'est-ce qu'ils font, ma chérie? Maman, il y en a un qui a un fusil. Vite, allez, viens, voilà. Il faut les mettre à l'abri. Allez, montez dans votre chambre. Maman et moi, on va s'occuper d'eux. Seigneur, ayez pitié. Bronson est Garrett Smith, journaliste au Denver Tribune. Bonjour, chef. Bonjour, Scully. Comment ça se présente? C'est pas beau à voir. Vous n'avez rien à faire ici. Il était avec moi. Ami du flic chargé de l'enquête, il l'accompagne sur le lieu du carnage. Un autre par ici. Et fait une étrange découverte. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le lieu de la tuerie, Orville Beecham, le père de famille, découvre l'horreur. Hey, qu'est-ce que vous fichez là? Les enfants! Oh non, pas les enfants! Non, pas les enfants! Oh, oh Seigneur, non, pas les enfants! Non! Non! Oh, non! Garrett, obsédé par cette histoire, visite Beecham, placé en détention pour sa propre sécurité. J'ai rien à leur apprendre. Vous ne voulez pas qu'ils retrouvent les assassins? C'est à notre Seigneur de punir ces hommes, pas à la police. Ce dernier lui a demandé de transmettre un message à son paternel. Vous savez où je peux trouver Willis Beecham? Garrett Smith. Ah, vous savez mon nom? Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et ça, j'avais remarqué. Il s'est produit une affreuse tragédie, monsieur Beecham. Il vient de perdre toute sa famille. Vous a-t-il dit aussi, puisqu'il était en veine de confidence, le nom de l'Antéchrist? Non, monsieur. Zénas. Zénas Beecham. Mon propre frère. Garrett comprend que le massacre pourrait découler d'une histoire de famille. Il décide donc de mener l'enquête sur cette piste. Arrivé à la gare pour interroger Zenas Beecham, le frère d'Orville, il est accueilli par le shérif local. À Denver, ils m'ont seulement demandé de venir vous chercher. Ce que j'ai fait. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Smith. Le shérif, peu enclin à l'aider, il finit par trouver de l'aide grâce à une journaliste locale. Et ensemble, ils partent interroger ce frère. En chemin, la journaliste lui fait part d'une drôle de coïncidence. Je n'ai pas embrassé la religion des Mormons, mais par contre, il se trouve que Zénas, c'est mon cousin. L'accueil est particulièrement musclé. Un gentil? Pire, je suis journaliste. Enfin, après quelques mots, il est quand même invité à déjeuner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Smith n'est pas du genre à tourner autour du pot. Non, monsieur Beecham, tout ce que je me demande, c'est si c'est vous qui avez tué 7 membres de votre famille. Vous avez vu mon frère Willis? Oui. Et il nous est jamais venu à l'esprit que ça pouvait être lui le responsable. Merci de votre hospitalité. Après cette brève rencontre, alors qu'il s'interroge sur l'enquête, C'est Caïn et Abel, mais je n'arrive pas à déterminer lequel est lequel. surgit un danger inattendu. Sale connard de fils de pute! Simple chauffard du dimanche, intimidation liée à l'affaire, ou bien même carrément tentative de meurtre raté, mystère. Le chemin vers la vérité est encore long pour notre journaliste. L'enquête commence tout juste. Mais une chose est sûre, impossible n'est pas Garrett Smith. En 1987, parmi une ribambelle de films low cost,
La Cannon s'est lancée dans 2 entreprises ruineuses. Les Maîtres de l'Univers, adaptation cinématographique tirée de la fameuse ligne de jouets d'Heroic Fantasy, ainsi que dans les 4e aventures de l'Homme d'Acier Superman 4. Hélas, les 2 films ne sont pas des succès commerciaux. En cause, des budgets revus à la baisse, et forcément, une qualité moindre qui se fait ressentir sur le box-office. C'est dans ce contexte, après la sortie de ces 2 échecs, qu'est monté Le Messager de la Mort, film au budget modeste. Le Messager de la Mort est en fait l'adaptation de Avening Angel, un roman de l'écrivain Rex Burns, sorti en 83, le 5e livre avec pour héros Gabe Wager, un policier. Lors de cette libre adaptation cinématographique, Gabe Wager devient Garrett Smith et troque son boulot de flic contre celui de journaliste. Le titre change aussi, et c'est dû à la volonté de Punch O'Connor qui préfère un titre collant davantage à l'image bronsonienne. Le scénario est écrit par Paul Jericho, donc c'est le dernier scénario pour le grand écran. Le rôle de l'ami policier de Bronson devait à l'origine être pour une femme. Cela impliquait aussi une relation amoureuse, mais ne fut pas retenu lors de sa version finale. Les multiples réécritures ont eu pour résultat de repousser la date de tournage. Initialement prévu en octobre 87, il ne débuta qu'en janvier 88. À la réalisation, c'est le vétéran et ami de longue date de Bronson, Jack Lee Thompson, qui est de nouveau choisi. C'est leur 8e et avant-dernier film en commun. Le tournage fut éprouvant pour Bronson, dû à la maladie de Jill Harland qui empirait de jour en jour, mais également lorsque le réalisateur tomba malade. Thompson fut d'ailleurs remplacé par le réalisateur de seconde équipe. Au casting, pour jouer les paternels mormons sont choisis Charles Dierkop, que l'on a pu voir dans L'Arnaque, Jeff Corey, que l'on a pu voir dans Little Big Man. A noter aussi que ces 2-là ont déjà partagé l'affiche ensemble dans Butch Cassidy et le Kid. On peut voir aussi dans un petit rôle Jen Davis, qui jouait le psychopathe Warren Stacy qu'affrontait Bronson dans Le Justicier de minuit. La fin du film prévoyait des scènes bien plus spectaculaires, mais encore une fois, elles passèrent à la trappe pour cause de budget. La bande originale du film fut composée par Robert O'Ragland qui avait composé auparavant celle du Justicier de minuit et Protection rapprochée. Edmond Bernard est de nouveau choisi pour la voix française de Bronson. On peut également entendre les comédiens Jean-Claude Sachot ainsi que Pierre Attet. Le film sortit sur les écrans américains le 16 septembre 1988 et en France presque un an plus tard, le 9 août 89. Le film fut un échec. Aux États-Unis, il rapporta 3 millions de dollars et en France, il fait à peine plus de 45 000 entrées. La critique de nouveau ne fut pas tendre. Pour beaucoup, il fut pris pour un sous-witness dû à sa thématique. Pourtant, le scénario est lui beaucoup plus proche d'un Chinatown de Polanski. Le film fut vendu sur l'affiche avec Bronson armé d'un fusil. Pourtant, il est à noter qu'il ne le tient que quelques secondes dans le film, et ce, pour tirer sur un cercueil vide. L'affiche du film est donc trompeuse, jouant sur l'image justicier de Bronson alors que ce n'est nullement le cas. Pourtant, la star était très content de faire ce film qui pour lui était très réaliste. Mais pas naïf pour un sou, il savait pertinemment que ce film décevrait une partie de son public, même si pour lui le film était rythmé et plein de suspense. Le public, impatient de retrouver son flingueur moustachu, n'a pas eu trop à attendre. Alors que le film était encore en post-production, Punch O'Connor travaillait déjà au développement du prochain film, peut-être le plus controversé, l'ultime film de l'association Bronson Cannon. Bronson est le lieutenant Crow de la Brigade des Mœurs de Los Angeles. C'est cet enfoiré de sac à merde de Duke. Je suis prêt à parier que ce petit ange blond est mineur. Ouais. Elle doit avoir le même âge que ma fille. On y va. La jeune fille qui vient juste d'entrer, c'est quelle chambre? De quelle jeune fille s'agit-il? Et la diplomatie? Si tu te fous de ma gueule, même ta mère ne pourra pas te reconnaître. Chambre 211. C'est pas son truc. Vous allez me suivre au commissariat. Elle cause toujours salope! Trou du cul, l'enfoiré de merde de mes couilles! Mais alors, vraiment pas. Je vais te montrer les plaisirs que tu fais subir à cette gamine. Non! Non! Une fois chez lui, il raconte à demi-mot sa folle journée à sa femme Kathleen. Je pense pas pouvoir avaler grand-chose ce soir. J'ai fait quelque chose aujourd'hui. Quelque chose de stupide. Et ça pouvait me coûter ma retraite. En parallèle à notre histoire, au pays du soleil levant, nous faisons la connaissance d'Hiroshi Hada, qui rêve de venir travailler en Amérique. Mes intestins sont défectueux. Non, cela est Kinjite. C'est un sujet tabou en Occident.
Et pour Hiroshi Hada, le plan-plan avec madame, c'est no way. Tu accomplis en ce moment les gestes que l'on attend d'une bonne épouse. Mais tu n'y mets aucune tendresse. Je te tourne le dos et je lis la désapprobation sur ton visage. Quant à mes fantasmes sexuels, ils ne devraient pas t'effrayer. Et il a une alliée de poids, sa fille Fumiko. Notre mère a tort. Papa est un homme. Elle ne devrait pas le critiquer sans arrêt. Malgré tous ses reproches, au final, madame s'incline. Je ne te mérite pas. Pardonne-moi, je t'en prie. Retour en Amérique. Notre lieutenant de retour chez lui n'est pas content quand il découvre sa fille en charmante compagnie. Bonsoir, papa. Tu te souviens de Vinny? Il joue au basket avec l'équipe de Saint-Ambrose. Les sportifs doivent être au lit à une heure pareille. Ainsi que les jeunes filles de 15 ans qui vont à l'école le lendemain. En particulier celles qui vont à l'école chez les sœurs. Il en fait d'ailleurs part à sa femme. Les sœurs ne lui apprennent rien? Je viens de la surprendre là, dans le noir, avec cet étudiant. Alors qu'il profitait tranquillement d'un match avec sa fille, Je vais chercher des munitions. il rencontre fortuitement un de ses clients, Duke. Alors, Croc, espèce de vieux dégueulasse. Toi aussi, tu donnes dans la chair fraîche, hein? Je t'ai vu là-bas avec ta minette. Crow travaille aussi de pair avec le père Burke, qui recueille des jeunes filles mineures prostituées de force par Duke. Une fillette de 14 ans est venue nous voir hier soir. En ville depuis 72 heures. Enlevée à la gare routière. Elle a été violée, sodomisée et mise sur le trottoir le lendemain. Retour au Japon. Alors qu'Hiroshi Hada part bosser, il est témoin d'une étrange scène. Qu'il s'empresse de raconter à son supérieur. C'est qu'elle a eu un véritable orgasme. Vous êtes sûr de ne pas avoir rêvé cet orgasme? Elle n'y a pas trouvé son compte. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas crié? Dites-le moi. Avant d'apprendre qu'il a été choisi pour partir en Amérique. À l'Amérique? À l'Amérique. Crow, quant à lui, a décidé de mettre la pression à Duke. Si tu me fais des embrouilles, je te pète les rotules. Et tu ne pourras plus te faire prendre en levrette. J'aime pas ton petit commerce. Les salauds qui prostituent des enfants, moi je les aide dans le collimateur. Ça, c'est une présidente avec un diamant incrusté. 25 000 chez Tiffany. J'aimerais bien t'enfoncer cette montre dans le cul. Mais j'ai pas envie de me salir les mains. Alors tu vas l'avaler. Je vais crever. Non, malheureusement. Mais maintenant, tu vas être obligé de te mettre la tête entre les jambes pour lire l'heure. Mauvaise idée d'essayer de soudoyer notre lieutenant. Hiroshi Hada et sa famille débarquent donc à Los Angeles. Duke, qui s'apprêtait à trouver de nouvelles proies, décide finalement de changer ses plans. Laisse tomber ces deux-là et fais exactement ce que je vais te dire. Je veux que vous me trouviez qui vous a tiré dessus et pourquoi. Oh, disons que depuis le 23 mai, c'est un Mac appelé Duke. Parce que le 23 mai, j'ai foutu le feu à sa Cadillac. Et ce même jour, je lui ai fait avaler sa grosse montre en or qu'il avait au poignet. Une président, avec diamant. Mais vous êtes complètement cinglé. Un flic n'a pas le droit de te taper comme ça sur la gueule du client. Où va-t-on si on se met à appliquer la loi du talion? Après une soirée bien arrosée, Hiroshi Hada comate dans le bus et... Un japonais ou un chinois, il m'a passé la main sous les jupes. Oh, quel salaud. Qu'est-ce qu'il y a, Rita? Un obsédé l'a tripoté. Ça? Une espèce d'asiatique. Lequel de vous deux a fait ça? Crow est sévèrement remonté et il laisse exploser son racisme. Un type se montre un peu trop entreprenant envers Rita. Il s'est rien passé, et toi tu te conduis comme si elle avait été violée. Un citron pourri de l'intérieur. Tripatouille ma fille, et toi tu dis qu'il ne s'est rien passé. Ma fille, est dit. Pourtant, quand Fumiko, la fille d'Hiroshi Hada, va être à son tour victime du Duke, c'est notre lieutenant qui va être chargé de la retrouver.
ignorant bien entendu que le père de la fillette est l'agresseur de sa fille. La pauvre Fumiko, quant à elle, va être livrée aux clients pédophiles de Duke. Homme. J'allais te punir très sévèrement. Duke m'a dit que tu venais d'arriver de Tokyo. Voilà qui est intéressant. Comme femme. Tout un réseau de pourriture bien friquée. Je pensais que ces types avaient tous des couilles en acier. Ouais, je veux dire, ils donnent leur vie pour leur empereur, ils se font harakiri, enfin, ce genre de truc. Crow, aidé de son collègue Rios, fera tout pour retrouver Fumiko. Il faut qu'on retrouve cette gosse, même si on doit s'écarter des sentiers battus. Dis-toi bien que j'ai pas l'intention de prendre ma retraite avant 20 ans, et que j'ai pas envie de tenir une petite auberge dans un bled perdu. Alors s'il te plaît, ne nous éloignons pas trop des sentiers battus. Quitte, justement, à sortir des sentiers battus. Mars 1987. Le scénario de Sosori est achevé. Il est signé Harold Benzal, un passionné de culture nippone. Ce dernier, issu d'une famille de producteurs, était capitaine dans les Marines pendant la Seconde Guerre mondiale. Chargé d'interroger des prisonniers japonais, il s'est alors intéressé à leur culture. Après la guerre, il devient assistant de production au studio Samuel Goldwyn. Il participe également à Cabaret de Bob Fosse en tant que scénariste non crédité. Benzal connaissait Paul Conner, l'agent de Bronson, et voulant proposer son script, il est mis en relation avec son fils, Pancho Conner, producteur des films de Bronson. Conner présentera à son tour le scénario à Menahem Golan et Yoram Globus qui le valida. Une fois le deal conclu, tout alla très vite, et le scénario Sosori devena Kinjite sujet tabou. Jack Lee Thompson fut embauché de nouveau comme réalisateur. Le titre Sosori avait été choisi par Benzal d'après la scène originale qui devait ouvrir le film, où le personnage d'Hiroshi Hada suivait un cours de coutume américaine. Mais une fois n'est pas coutume, il fut choisi d'ouvrir le film sur Bronson. D'ailleurs, la grève des scénaristes empêcha Benzal de participer à sa réécriture, et fut donc remanié par Pancho Conner et Jack Lee Thompson, afin de mieux coller à l'image de la star. Ainsi, le choix de faire de la première scène du film où Bronson tient Godemiché a été décidé pour donner le ton du film. Dans la première version de Benzal, le lieutenant Crow était d'abord un policier catholique irlandais appelé Dwyer, et l'action prenait place à New York. Pour des raisons économiques, l'intrigue fut déplacée à Los Angeles, et toutes les scènes censées se dérouler au Japon ont été également tournées dans la Cité des Anges. La nouvelle version du scénario supprima aussi une scène jugée trop provocante, celle où Duke se faisait retirer du côlon sa Rolex, après que Crow lui fit avaler. D'après Benzal, les producteurs ont beaucoup modifié son scénario original pour des raisons de budget. Le tournage débuta le 20 juin 1988. 9e film en commun avec Bronson et dernier film tout court pour Jack Lee Thompson qui se qualifiait lui-même du plus vieux réalisateur d'Hollywood. Au casting est choisi Perry Lopez, qui avait joué auparavant avec Bronson dans Le Justicier braque les dealers. Ici, il incarne son partenaire et ami, le brave Eddie Rios. Pour celui de la grosse pourriture, Duke, c'est Juan Fernandez, un acteur dominicain habitué au rôle de méchant. On a pu le voir dans Crocodile Dundee 2 et plus récemment dans The Collector. Dans le rôle du japonais Hiroshi Hada, c'est l'acteur chinois James Pax qui est casté. D'ailleurs, la plupart des autres personnages japonais étaient également joués par des Chinois. Pour la femme du lieutenant Crow, Kathleen, c'est la regrettée Peggy Lipton qui est choisie, éternelle Norma Jennings de la série Twin Peaks. Pour la fille du lieutenant, Rita, c'est la toute jeune Amy Hathaway que l'on verra par la suite dans Joyride. Le rôle du père Burke est quant à lui tenu par Bill McKinney, acteur récurrent chez Clint Eastwood. Enfin complète le casting. Pour l'homme de main de Duke, Lavonnet, c'est Cy Richardson qui lui prête ses traits. D'ailleurs, celui-ci sur le tournage était très impressionné par Bronson. Et pour finir, dans le rôle de Didi, jeune fille mineure mise sur le trottoir par Duke, c'est l'actrice Nicole Gert qui obtient le rôle. Cette dernière est connue surtout pour avoir joué par la suite dans Alerte à Malibu. À noter également une apparition furtive de Danny Trejo. La musique du film fut composée par Greg Debels, alliant synthé et accent oriental. Pour le doublage français, c'est de nouveau Edmond Bernard qui assure à la voix française de Bronson. Et pour celui de la pourriture Duke, l'excellent Michel Mella. On peut aussi entendre dans une scène mémorable la voix de feu Patrick Poivet. Le film sortit sur les écrans américains le 3 février 1989 et en France le 26 avril de la même année. Il rapporta un peu plus de 3,4 millions aux États-Unis et fit un peu plus de 122 000 entrées en France. Autant dire, pas un score glorieux pour un dernier film, ce qui ne l'empêcha pas d'être un grand succès lors de sa sortie en cassette vidéo et ainsi remplir le tiroir caisse des vidéoclubs. Après ce film, en 1989, la Canon annonça la réalisation d'un autre film, Le Golem. Un projet intéressant qui sera malheureusement abandonné suite aux soucis financiers de la Canon, ainsi que le coût trop élevé des effets spéciaux.
Le golem est dans la mythologie juive un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile, incapable de parole, dépourvu de libre arbitre, façonné afin d'assister ou défendre son créateur. L'histoire racontait ceci. Après le meurtre de sa femme par des voyous, un rabbin cherchait à se venger et créer un golem. Le monstre cherchait donc à assassiner pour son créateur les responsables. L'intrigue aurait dû se dérouler dans le Bronx, et Bronson devait jouer le rôle de l'inspecteur qui enquêtait sur l'affaire, allant forcément affronter le monstre qui échappait au contrôle de son créateur. Que reste-t-il du projet aujourd'hui ? Une affiche teaser, qui montre bien que le projet était sur de bons rails. Dommage. Peu de temps après, Bronson connut plusieurs drames dans sa vie. Tout d'abord, la disparition de son beau-fils, Jason McCallie, suivi quelques mois plus tard de son épouse, Jill Harland, ce qui eut pour résultat de l'éloigner un temps des plateaux de tournage. Kinjite Sujet Tabou fut donc l'ultime film de la star avec la cadonne, qui disparaîtra quelques années plus tard. Qui dit ultime film, dit ultime scène. Et comment ne pas voir justement cette dernière comme un beau bras d'honneur adressé à tous ceux critiquant Bronson de ne faire que justice lui-même ? Ainsi, pour conclure cette rétrospective, je crois qu'il n'y a pas mieux tant elle représente la quintessence de ce qu'aura été cette association Bronson-Cannon à travers ces 8 films. Jouissivement putassière. Tu sais, Duke, j'avais d'abord l'intention de te laisser quelque part sur le bord de la route, enfermé dans un sac. Mais je me suis dit que cette justice-là ne servirait à rien. La justice immanente, y a que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Tu verras. Salut, ma mignonne. Vise-moi un peu la gonzesse. Hé, Trésor, j'ai quelque chose de bien dur et de bien gros pour toi. Tu viens, je te ferai un prix. Eh les gars, j'ai une nouvelle pépée. Quand j'en aurai fini avec cette pute, elle pourra pas faire autrement que de chier droit tellement elle se sera éclatée. Oh ! T'es qu'un enfoiré de pourriture. Un enfoiré de pourriture, gros. Un enfoiré de pourriture, gros. Un enfoiré de pourriture. Là ton casse-croûte. Viens là, sale fiasse. Non! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Si, c'est moi qui commande. Gros! Gros! Espèce de salaud! C'est ça, la justice.